Vous connaissez ce moment parfaitement. C'est une scène qui se répète dans des millions de foyers, de bureaux et de bibliothèques chaque seconde. Vous prenez votre téléphone avec une intention claire, juste une minute pour vérifier ce message. C'est une impulsion presque électrique, une réponse automatique d'un système nerveux qui a été conditionné pour chercher le soulagement de la nouveauté. Mais quand vous levez enfin les yeux, l'horloge vous renvoie une réalité cruelle. 30 minutes se sont écoulées. 30 minutes de votre vie qui ont disparu dans le vide d'algorithmes conçus par des ingénieurs d'élite pour détourner votre chimie cérébrale. Vous vous dites, cette fois, c'est la bonne, je commence, mais votre esprit, qui a déjà goûté au sucre de la dopamine rapide, répond par un murmure persistant plus tard. Juste une vidéo de plus, juste une info de plus. Vous essayez de vous asseoir pour étudier ou travailler et après quelques minutes, vous ressentez une réelle agitation physique. Ce n'est pas seulement un manque d'envie, c'est une démangeaison dans les doigts, un poids sur la poitrine. Rester sur une seule page, sur un seul document, donne l'impression d'être enfermé dans une cage. Vous ouvrez l'ordinateur avec le noble but d'avancer sur ce projet qui changera votre avenir, mais vous finissez par regarder autre chose. Une vidéo. Un mème, une petite distraction qui, comme une fissure dans un barrage, finit par devenir une immense fuite d'énergie et de temps. Si cela vous arrive fréquemment, si vous sentez que votre vie vous échappe entre les doigts pendant que vous sautez d'onglet en onglet, écoutez bien, vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas un raté sans volonté, vous êtes simplement un être humain normal essayant de survivre dans un environnement profondément anormal. Nous vivons à l'ère du siège, votre attention est la ressource la plus précieuse de la planète, plus que le pétrole ou l'or, et des milliards de dollars sont investis dans une technologie dont le seul but est de la fragmenter. Notifications, sons, vibrations d'appareils que vous portez sur vous, couleurs criardes, vidéos de 10 secondes qui se lancent toutes seules, nouvelles constantes qui font appel à votre peur ou à votre colère. Votre cerveau est sous un bombardement constant de stimuli que vous n'avez jamais demandé. Le résultat est que votre attention s'échappe comme l'eau d'un seau percé. Vous commencez la journée avec la meilleure des énergies et vous la terminez épuisé, vide, avec cette sensation amère d'avoir été occupé sans avoir rien fait de réellement profond. Et le pire de tout, c'est que vous finissez par vous culpabiliser. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Je n'ai pas de discipline, je suis paresseux, je manque de volonté ». Vous vous punissez de ne pas pouvoir résister à un piège conçu pour être irrésistible. Mais le problème n'est pas votre caractère. Le problème est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus grave. Vous avez perdu la capacité de rester sur une seule chose. Vous avez oublié ce que les anciens maîtres appelaient la présence. La présence n'est pas une jolie phrase à accrocher au mur ou une citation de motivation sur Instagram. La présence est une compétence martiale, c'est une capacité entraînable qui, dans le monde d'aujourd'hui, vous rend dangereux, elle vous rend rare, elle vous rend puissant. Parce que dans un monde où tout le monde est dispersé, la personne qui sait se concentrer possède un super pouvoir qui lui permet de surpasser la concurrence et surtout d'être maître de sa propre vie. Il existe une technique millénaire qui peut vous redonner ce pouvoir. Et elle vient du Japon, du cœur du zen, et porte un nom qui sonne comme un coup de sabre Ichigyo-Zame. L'ennemi a un nom, l'histoire de Daniel. Pour comprendre comment fonctionne l'Ichigyo-Zame dans le monde réel, nous devons rencontrer Daniel. Daniel avait 16 ans et vivait dans cet état de potentiel gâché qui est la forme la plus subtile de torture personnelle. Ce n'était pas un mauvais élève, il comprenait rapidement les concepts de physique et possédait une réelle curiosité intellectuelle. Mais il avait un problème qui ruinait son avenir avant même qu'il ne commence. Il ne pouvait pas rester assez longtemps sur une seule tâche pour transformer l'effort brut en résultat réel. Daniel s'asseyait devant ses notes et presque sans s'en rendre compte, sa main droite glissait vers le téléphone, il répondait à un message dans un groupe, regardait une notification, puis ouvrait un réseau social juste pour voir lorsqu'il revenait à ses notes 10 minutes plus tard. Il ressentait une fatigue étrange, son cerveau était épuisé, comme s'il avait couru un marathon mental sans bouger de sa chaise. Il avait consommé son énergie de décision dans des stimuli inutiles. Il lisait 2 pages et son esprit s'évadait. Et si je réussis à entrer à l'université, et si je deviens un grand ingénieur, et si enfin tout le monde se rend compte de ce que je vaux, il rêvait de succès pour ne pas avoir à affronter la douleur de l'effort présent. Il rêvait beaucoup, mais travaillait très peu.
Daniel avait un rêve qui l'obsédait, entrer dans l'une des universités technologiques les plus exigeantes du pays. Ce n'était pas seulement pour le diplôme, c'était un défi personnel. Il voulait cesser d'être le garçon qui a du talent mais ne fait jamais rien. Il voulait se prouver qu'il pouvait être quelqu'un de solide. Mais ses notes disaient le contraire. Il restait dans la zone tiède, il réussissait de justesse, survivait aux examens mais ne se distinguait pas. Et cela lui faisait plus mal que d'échouer car il savait qu'il y avait en lui un moteur puissant qui tournait au ralenti à cause de la distraction. Ses amis dans la cour du lycée plaisantaient: Daniel, tu veux aller sur Mars, mais tu ne tiens pas 1 heure à lire un livre d'algèbre. Il riait et il souriait avec eux, feignant l'indifférence. Mais intérieurement, chaque rire était un clou enfoncé dans sa confiance. Ses parents, de leur côté, lui parlaient avec ce mélange de déception et d'espoir si difficile à digérer. Nous savons que tu peux faire plus, mais tu te disperses. Tu as la tête à 1000 endroits. Et une nuit, après avoir reçu la note d'un examen de mathématiques qui atteignait à peine la moyenne, Daniel s'enferma dans sa chambre. Il n'alluma pas l'ordinateur, il ne prit pas son téléphone, il s'assit par terre et resta immobile, ressentant le poids de la honte, de la colère et surtout de la peur. Il avait peur de rester ainsi pour toujours. Peur de se réveiller à 25 ou 30 ans en étant la même personne fragmentée, quelqu'un qui aurait pu être mais ne fut jamais. Cette nuit-là, quelque chose changea. Daniel accepta qu'il ne pouvait pas gagner cette guerre seul avec sa simple volonté. Il décida de demander de l'aide. La rencontre avec le professeur Hiroshi. Le lendemain, Daniel alla voir le professeur Hiroshi. Hiroshi était le professeur de mathématiques avancées, un japonais d'une 60aine d'années qui semblait porter en lui une atmosphère d'ordre et de silence. Quand Hiroshi entrait dans une salle, il n'avait pas besoin de crier pour demander le calme. Sa seule présence, droite et tranquille, faisait baisser le bruit naturellement. Les élèves sentaient que Hiroshi était totalement là, sans fissures par lesquelles son attention pourrait s'échapper. Daniel frappa à la porte de son bureau après les cours. « Puis-je vous parler, monsieur Hiroshi ?» demanda-t-il d'une voix un peu tremblante. Le professeur leva les yeux d'un livre de calligraphie et désigna simplement la chaise devant lui. « Assieds-toi » dit-il. Daniel ne tourna pas autour du pot, il déballa tout ce qu'il ressentait, la frustration de vouloir et de ne pas pouvoir, l'addiction au téléphone, la sensation que son esprit était un animal sauvage qui ne lui obéissait pas. Je commence à étudier et au bout de 5 minutes, je suis ailleurs, j'ai l'impression que mon cerveau est cassé. Je répète le cycle chaque jour et je me sens de plus en plus insignifiant, confessa Daniel. Hiroshi l'écouta dans un silence absolu, sans l'interrompre, sans juger. Quand Daniel eut fini, le professeur posa une question qui semblait n'avoir aucun rapport avec le problème. « Daniel, quand tu t'assieds pour étudier, combien d'onglets sont ouverts dans ton navigateur ?» Daniel hésita. « Je ne sais pas, beaucoup, peut-être 10 ou 12, de la musique, des mails, des infos et le téléphone. À côté, toujours à côté, au cas où quelqu'un aurait besoin de moi. » Hiroshi hocha la tête avec un léger sourire mélancolique. « Alors, dit le professeur, tu demandes à ton esprit de travailler en profondeur dans un environnement qui a été conçu chirurgicalement pour le fragmenter. C'est comme si tu essayais d'écrire un poème au milieu d'une tempête de sable et que tu te culpabilisais parce que les grains de sable effacent tes mots. Le problème n'est pas ton esprit, Daniel. Le problème, c'est l'architecture de ton attention. » Hiroshi prit une feuille de papier blanche et d'un trait ferme écrivit 2 mots en caractères japonais, puis leur prononciation Ichigyo Zamai. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Daniel, intrigué par la fermeté des traits. « Cela signifie une seule action, un seul esprit. C'est l'art de l'immersion totale. Ce n'est pas simplement se concentrer comme on l'enseigne en Occident, comme s'il s'agissait d'une pression exercée sur les tempes. C'est s'unir à l'action. Ce n'est pas étudier les mathématiques, c'est devenir le problème mathématique. C'est ne laisser aucun espace entre toi et ce que tu fais. » Daniel fronça les sourcils. « Ça semble très spirituel, monsieur, j'ai besoin de résultats pratiques pour l'examen final. »« Cela semble spirituel parce que tu n'es pas entraîné à la mécanique de l'attention, » répondit Hiroshi d'une voix martiale. « Mais c'est purement pratique. » Nous avons tous déjà ressenti cet état. Quand tu joues un jeu vidéo qui te passionne ou quand tu fais un sport qui exige des réflexes immédiats, le temps disparaît. Il n'y a pas de passé, pas de futur, pas de moi, il n'y a que l'action. C'est cela, l'immersion.
L'ichigyo Zanmai est la technologie mentale pour entrer dans cet état de manière intentionnelle, même quand la tâche est difficile, ennuyeuse ou aride. Hiroshi expliqua à Daniel que le cerveau humain est un organe plastique. Chaque fois que Daniel interrompait son étude pour regarder son portable, il entraînait son cerveau à être distrait. Il renforçait les connexions neuronales de la dispersion. Si tu veux gagner, tu dois commencer à entraîner le chemin opposé, dit Hiroshi. Je vais te donner un protocole de 7 jours. Si tu le suis avec une rigueur de samouraï, tu verras que tu n'es pas incapable, tu es seulement déshabitué. Le protocole, les 7 jours d'entraînement, Daniel accepta le défi. Le soir même, il se prépara non pas comme quelqu'un qui va faire ses devoirs, mais comme un guerrier qui prépare son champ de bataille. Il comprit que l'attention ne se protège pas par la force de volonté, mais par la structure. Le rituel d'entrée, Daniel débarrassa sa table. Il ne laissa rien d'autre que son livre de physique, un cahier et un stylo. Il prit son téléphone portable et, ressentant une anxiété presque physique, le sortit de sa chambre. Il ne le mit pas en silencieux sur la table, il le laissa dans la cuisine, dans un tiroir. Il ferma tous les onglets de son ordinateur, ne laissant que le matériel de consultation strictement nécessaire. Il posa un minuteur physique sur la table, un de ces anciens modèles qui font tic-tac. Il le régla sur 20 minutes. Ensuite, il fit ce qu'Hiroshi lui avait indiqué. Il ferma les yeux et prit 3 inspirations lentes et profondes, sentant l'air entrer dans son abdomen et ressortir avec un son doux. C'était son signal pour son cerveau que le monde extérieur n'existait plus. La bataille des premières minutes, les 10 premières minutes furent un enfer d'inconfort. Daniel ressentait des impulsions presque incontrôlables d'ouvrir le navigateur pour chercher n'importe quoi d'insignifiant. Son esprit criait, et si quelqu'un t'avait écrit quelque chose d'important, et s'il y avait une info urgente, ce problème est trop difficile, regarde plutôt une vidéo pour te détendre et tu continueras après. Voici le secret qu'Hiroshi lui avait révélé. Ne lutte pas contre la distraction avec colère. Quand l'esprit s'évade, observe-le simplement, dis-toi mentalement mon esprit est parti et ramène-le doucement à la page. Daniel dut ramener son esprit plus de 15 fois au cours de ses 20 premières minutes. Il se sentait épuisé, mais il n'abandonna pas. En terminant le premier bloc, il ressentit un soulagement immense. Ce n'était pas une grande session d'études, mais c'était la première fois depuis des mois qu'il ne fuyait pas l'inconfort. La profondeur apparaît. Au deuxième bloc de 20 minutes, quelque chose changea. La résistance diminua. L'esprit, voyant qu'il n'allait pas recevoir sa dose de stimuli bon marché, commença à se plier à la tâche. Daniel se surprit à résoudre un problème de cinématique avec une clarté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il était dans le problème. Quand le minuteur sonna, il fut surpris. Les 20 minutes étaient passées en un éclair. Durant les jours suivants, Daniel appliqua l'ichigyo Zanmai non seulement à l'étude, mais à toute sa vie, comme le lui avait ordonné le professeur Hiroshi. En mangeant, il mangeait seul, sans écran, sans musique, sans lecture, juste le goût des aliments, la texture, l'acte de mâcher. Au début, il se sentait ridicule et s'ennuyait, mais ensuite il commença à remarquer des nuances de saveur qui lui échappaient auparavant. Son esprit s'apaisa. En marchant, il marchait vers le lycée sans écouteurs. Il écoutait le bruit de ses pas, sentait le vent sur son visage, observait la couleur des feuilles des arbres. Il habitait son corps. En parlant, quand quelqu'un lui parlait, Daniel lui offrait sa présence totale. Il ne pensait pas à ce qu'il allait dire. Ensuite, il écoutait, tout simplement. Les gens commencèrent à remarquer un changement en lui. Il semblait plus solide, plus fiable. L'examen final, l'épreuve de la présence. Le jour de l'examen final de mathématiques arriva, ce moment que Daniel avait tant redouté. Il entra dans la salle et sentit la vague de panique habituelle de ses camarades, murmures anxieux, révision de formules de dernière minute avec les mains tremblantes. Daniel s'assit. Il n'ouvrit aucun livre. Il ferma simplement les yeux et prit ses 3 inspirations profondes. Il sentit le contact de son dos contre la chaise et de ses pieds sur le sol. Il était Salabiesi, une seule action, un seul esprit. Quand le professeur distribua les feuilles, Daniel ne regarda pas tout l'examen d'un coup pour ne pas être submergé par la difficulté. Il se concentra sur la première question, rien d'autre n'existait. Il ne pensait pas à la note finale, ni à l'université, ni à ce que dirait son père. Seul existait le papier, le crayon et la logique mathématique.
Il résolut chaque problème avec une fluidité qui semblait presque magique. Quand son esprit tentait de sauter vers l'inquiétude et si la question suivante est impossible, Daniel le ramenait à la ligne actuelle. En terminant, il ne ressentit pas l'euphorie habituelle de celui qui a eu de la chance. Il ressentit quelque chose de beaucoup plus profond, la présence. Il savait qu'il avait fait de son mieux parce qu'il avait été totalement là. La note fut excellente, mais le résultat le plus important ne fut pas le chiffre sur le papier, ce fut la certitude que Daniel n'était plus un esclave de son environnement. Il avait retrouvé sa souveraineté, il avait découvert qu'il n'était pas incapable, mais qu'il était simplement désarmé face à un monde de distraction et qu'il possédait désormais une arme litigio zamai. La science de litigio zamias. L'histoire de Daniel nous montre que la véritable discipline n'est pas un acte héroïque d'un jour, mais une architecture d'habitude répétable. Ce que Daniel a fait, c'est reconfigurer son système de récompense cérébrale. Quand nous pratiquons le multitâche ou que nous cédons aux notifications, nous opérons sous la domination du système dopaminergique. La dopamine nous pousse à chercher la nouveauté, pas la satisfaction. C'est le neurotransmetteur de l'anticipation. C'est pourquoi regarder son portable nous donne un bref pic de plaisir suivi d'une chute qui nous oblige à regarder à nouveau. C'est un cycle d'addiction. Le litigio zamai, en forçant l'attention sur une seule chose, active le système de neuromodulation de l'attention soutenue. En éliminant la compétition des stimuli, nous permettons au cerveau d'entrer dans l'état que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a appelé le flux flow. Dans cet état, le cortex préfrontal latéral, la partie responsable de l'autocritique et du doute, réduit son activité. C'est pourquoi nous cessons de nous sentir nous-mêmes pour devenir la tâche. L'efficacité augmente jusqu'à 500 et la fatigue diminue, car le cerveau dépense beaucoup plus d'énergie à sauter d'une tâche à l'autre qu'en restant sur une seule. Votre moment, le protocole exact pour vous. Parlons maintenant de vous. Votre problème n'est pas que vous vous distrayez occasionnellement. Votre problème est que vous entraînez la distraction chaque heure de chaque jour. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de fuir une tâche difficile et que vous prenez votre téléphone, vous renforcez un chemin neuronal de faiblesse. Vous dites à votre cerveau, quand les choses deviennent difficiles, fuis. Litigio zamai fait exactement le contraire, il entraîne le retour. Le succès ne consiste pas à ne jamais se distraire, le succès consiste en combien de fois vous êtes capable de remarquer que vous avez été distrait et de revenir à la tâche sans vous punir. C'est cela, l'haltérophilie de l'esprit. Voici le protocole exact, la version d'entraînement de présence intérieure pour que vous commenciez dès aujourd'hui à reprendre possession de votre vie. 1. La définition atomique de la tâche. Ne dites pas « je vais travailler » ou « je vais étudier ». C'est trop vague pour un esprit distrait. Choisissez une seule tâche claire et concrète. Exemple, je vais rédiger les 3 premiers paragraphes de ce rapport où je vais résoudre 5 problèmes de cette page. La clarté élimine la friction. Deuxième, le sanctuaire de la concentration. Ne comptez pas sur votre force de volonté, c'est une ressource limitée qui s'épuise vite. Créez une architecture qui protège votre attention. Le portable doit être hors de vue et hors de portée. Il ne suffit pas de le poser face contre table. Les études m'approuvent que la seule présence d'un smartphone dans la pièce, même éteint, réduit la capacité cognitive disponible. Sortez-le, fermez tous les onglets inutiles. L'environnement doit être un désert de distraction. Troisième, le rituel d'entrée, l'encre. Vous devez dire à votre système nerveux que le temps de la dispersion est terminé. Prenez 3 inspirations lentes, ressentez l'air, cela active le système parasympathique et réduit l'anxiété liée à la nouveauté. C'est votre interrupteur pour le mode immersion. 4. Le bloc de puissance, timeboxing. N'essayez pas de vous concentrer pendant 3 heures d'affilée si vous n'êtes pas entraîné. Commencez par des blocs courts, 20 ou 25 minutes, litigio zamai total, réglez 1 minute heure. Pendant ce temps, rien d'autre n'existe dans l'univers excepté votre tâche. Si la maison brûle, vous le saurez par la chaleur, mais en attendant, vous êtes dans votre travail. 5. L'art du retour. Quand votre esprit s'évade, et il le fera souvent, ne vous frustrez pas. Ne vous dites pas « je suis un incapable ». Cette réaction négative ne fait que générer plus de stress et plus d'envie de fuir. Observez simplement la pensée envahissante, souriez intérieurement et dites « mon esprit est parti, maintenant je reviens ».
Le véritable entraînement se produit au moment où vous décidez de revenir. Chaque retour est une répétition qui fortifie votre cortex préfrontal. 6. La pause consciente. Quand le minuteur sonne, reposez-vous. Mais un vrai repos, ne prenez pas votre téléphone. Regarder les réseaux sociaux pendant la pause n'est pas un repos, c'est continuer à bombarder votre cerveau de stimuli. Levez-vous, étirez votre corps, buvez de l'eau, regardez par la fenêtre. Laissez votre cerveau traiter l'information en arrière-plan. 7. Répétez et étendez. Faites cela 2 ou 3 fois par jour. Au fil des semaines, vous verrez que vous pourrez augmenter les blocs à 40 ou 60 minutes. Votre capacité de profondeur croîtra de manière exponentielle. Au-delà de la productivité, une philosophie de vie. Il est important que vous compreniez que l'Ichigyo Zanmai n'est pas seulement une technique de productivité pour gagner plus d'argent ou obtenir de meilleures notes. C'est une façon de vivre. Quand vous êtes présent, vous travaillez mieux, certes, mais vous mangez aussi mieux car vous savourez réellement les aliments, vous parlez mieux car vous écoutez vraiment la personne en face de vous et vous vous connectez à elle. Vous vivez mieux car vous cessez d'être un fantôme habitant un futur inexistant ou un passé douloureux pour devenir un être humain vivant dans le seul moment qui lui appartient vraiment, l'instant présent. La plupart des gens échouent dans leurs projets parce qu'ils essayent de se motiver. La motivation est une émotion changeante, elle va et vient comme la météo. Le véritable combat n'est pas la motivation, c'est l'architecture de votre attention. Si vous contrôlez votre attention, vous contrôlez votre vie. Rappelez-vous toujours le principe de l'Ichigyo Zanmai. Une seule chose, un seul esprit, totalement. Ne laissez pas votre vie être une série de moments vécus à moitié. Ne permettez pas que votre attention soit de l'eau qui s'échappe d'un seau percé. Bouchez les trous. Protégez votre centre. Revenez à la tâche. Revenez à vous. Le monde attend de voir ce que vous êtes capable de faire quand vous déciderez enfin d'être présent. Commencez maintenant, pas plus tard. Maintenant. Quittez cette vidéo, éteignez cet écran, respirez profondément et faites une seule chose avec toute votre âme. On se voit au prochain entraînement, la présence est votre arme, utilisez-la. Pour conclure, réfléchissez à ceci aujourd'hui, la capacité de concentration est si rare qu'elle est devenue une valeur marchande massive. Les entreprises recherchent désespérément des personnes capables de résoudre des problèmes complexes et les problèmes complexes exigent de la profondeur. Mais au-delà du marché, votre propre bonheur en dépend. L'anxiété est à sa racine un manque de présence, c'est l'esprit essayant de vivre dans un futur qu'il ne peut pas contrôler. Quand vous appliquez l'Ichigyo Zanmai, l'anxiété se dissout, non pas parce que l'avenir est plus sûr, mais parce que vous êtes trop occupé à habiter le présent pour vous soucier de ce qui n'existe pas. Soyez rare. Soyez la personne qui laisse son portable à la maison pour aller se promener. Soyez la personne qui peut lire un livre pendant 2 heures d'un se regarder un écran. Soyez la personne qui, lorsqu'elle parle, donne aux autres l'impression qu'ils sont la seule chose qui compte à ce moment-là. Soyez le maître de votre attention. Soyez libre. Ichigyo Zanmai, une action, un esprit totalement